On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonsoir. L'hebdomadaire qui titre en une sur l'Afrique qui marche. J'ai dit hebdomadaire. Bon, on peut l'acheter. On peut l'acheter toutes les semaines. Hein, ça fait les affaires de Ziad Limam. L'Afrique qui marche donc avec le best-of 2022 des entrepreneurs dans ce très bon mensuel Afrique Magazine qui d'ailleurs pour l'occasion est un numéro double, décembre-janvier. Face à vous, Gauthier Ribinski, chroniqueur international à France 24. Pour le quotidien, moi, de France 24. Voilà, et c'est l'Europe qui marche. À suivre en tout cas, et l'actualité qui va nous intéresser, c'est d'abord cette grève massive attendue demain en France. La paralysie menace les transports publics. Nombre d'établissements scolaires seront fermés alors que les syndicats réclament l'abandon de la réforme des retraites. Elle prévoit d'allonger de 62 à 64 ans l'âge minimum de départ avec 43 annuités de cotisation pour une retraite à taux plein. La mort aussi du ministre ukrainien de l'Intérieur, Denis Monastirski, disparaît dans un accident d'hélicoptère en banlieue de Kiev. Aucune cause n'est pour l'heure avancée, alors qu'à Davos, Volodymyr Zelensky lui réclame une action rapide de ses alliés, sans réponse pour l'heure de l'Allemagne pour la fourniture de chars Léopard. Berlin qui conditionnerait cet octroi à celui similaire que pourraient faire les États-Unis, d'après nos confrères du Wall Street Journal. C'est tout de suite et on va plus loin. Et l'on voit déjà les débits d'électricité commencer à baisser ici en France. Les premiers effets de la grève prévus demain. Un mouvement qui s'annonce massif dans les transports publics et les établissements scolaires. Activité sans doute très perturbée aussi dans les hôpitaux et l'ensemble de la fonction publique, tout comme donc le secteur de l'énergie. Revue d'effectifs en images. Le mouvement de grève contre la réforme des retraites de demain s'annonce très suivi. Dans les transports d'abord, le trafic SNCF sera très perturbé. Un TGV sur 3 en circulation dans le nord et le sud-est, 1 sur 4 dans l'est et un train sur 5 dans l'ouest. Le trafic intercité sera complètement à l'arrêt, alors les voyageurs ont dû s'organiser. On était censé voyager demain, partir quelques jours chez des amis et revenir mardi prochain. Et comme on a vu qu'il y avait la grève, voilà, on a tenté le coup et j'ai réussi à avoir 2 places pour aujourd'hui. Sur le site de la SNCF, le train a été annulé et j'ai a priori trouvé vendredi matin, sous réserve d'autres annulations. On ne sait pas. La grève touchera aussi les transports du quotidien. À Paris, 3 lignes de métro seront fermées, 10 autres seront très perturbées. Forte perturbation aussi sur le réseau TER, avec un train sur 10 seulement. Côté aéroport, un vol sur 5 est annulé à Orly. Enfin, les écoles. Les syndicats annoncent 70% de grévistes en maternelle et en primaire. Et la France va une fois de plus donner l'image d'un pays bloqué demain, Ziad, où l'on paralyse les services publics faute de négocier. Oui, c'est la culture, j'allais dire, c'est la culture de négociation et de résolution des conflits sociaux qui est comme ça. D'ailleurs, nos voisins sont toujours très surpris, en particulier nos voisins allemands, sont toujours très surpris de ce mode opératoire qui est très conflictuel. Alors, il est conflictuel pour des raisons à la fois liées à la réforme des retraites, mais aussi, je pense, pour des raisons plus politiques qui sont derrière et qui ne sont pas forcément dites. Sur la réforme des retraites, c'est clair que c'est un marqueur très fort pour les syndicats, c'est un marqueur très fort pour les partis de gauche, sur lequel on peut discuter ad vitam aeternam et des heures et des heures et des heures. Est-ce que c'est 64 ans, est-ce que c'est 65 ans, est-ce que c'est 47, 45, 43 annuités, est-ce que ceci, est-ce que cela? Tout le monde a des chiffres, tout le monde peut avoir un argument. Il y a des choses qui sont intangibles, c'est que d'abord, sur le plan démographique, on a des sociétés en Europe et en France, même si on était un petit peu à l'arrière de ce courant, des sociétés vieillissantes, donc avec moins d'actifs et plus de retraités. Donc il y a une mathématique du coût de la retraite qui se pose. Toute la question, c'est pas le fait qu'il y aura moins d'actifs et plus de retraités, c'est qui finance. Toute la discussion est là. Et évidemment, selon la partie de l'échiquier, on a par exemple un discours très anticapitaliste qui remonte plus de milliardaires, les milliardaires à la caisse et à la casse. Hein, j'ai entendu ça chez les écologistes aujourd'hui. Donc ça va assez fort. Mais derrière, il y a aussi une bagarre, je crois, pour l'électorat dit populaire.
Et je pense que l'irruption du Rassemblement national aux élections législatives, avec 89 députés, et qu'on s'est aperçu que ces députés ont été élus souvent dans des circonscriptions populaires, qu'ils ont pris des députés à la NUPES, qu'ils ont pris des députés aux écologistes, qu'ils ont pris des députés un petit peu à droite, mais moins. Sur un projet d'ailleurs qui était ramené à 60 ans, l'âge de départ. Mais d'une manière générale, je pense qu'à gauche, il y a une volonté de reconquérir cet électorat populaire, cet électorat ouvriériste, cet électorat de travailleurs qui est parti au Rassemblement. En faisant de la surenchère sociale ? En tous les cas, en défendant des bastions, en défendant des points qui effectivement ont une résonance dans cet électorat-là. Ce mode d'action, la grève, quand il est soutenu par l'ensemble des syndicats, alors déjà par une majorité de Français, si l'on en croit les sondages, il serait à peu près les 2/3 aujourd'hui à s'opposer à la réforme, et plus de la moitié des Français soutiennent le principe d'une grève, soutenu aussi par l'ensemble des syndicats, y compris ceux des réformistes. Gauthier, ça indique quoi? La réforme est mauvaise, ou bien ce sont les Français qui refusent le changement aujourd'hui? Alors, là, c'est vrai que le risque dans ce débat-là, c'est de tomber vite dans des lieux communs sur les Français qui sont râleurs ou qui sont inaptes au changement. Là, quand même, il faut voir une chose, c'est que vous avez à la fois ce que relevait Ziad, une culture de la résolution des conflits qui est une culture presque, on va dire, alors on peut invoquer l'histoire, mais dans la manière de s'agripper, que ce soit syndicat ou patronat, c'est comme si à chaque fois on se disait on va de toute manière aller jusqu'à la grève, et puis après seulement on verra. Et on verra comment... On crée un rapport de force. On crée un rapport de force. Et c'est vrai que, par exemple, vous citiez l'Allemagne. L'Allemagne, il y a des mécanismes extrêmement précis pour ne pas en arriver là. Et si jamais on en arrive là, alors là, c'est quelque chose de magistral, c'est-à-dire avec une centrale syndicale et plusieurs syndicats beaucoup plus régionaux qui ont les capacités même financières de soutenir une grève, là où les syndicats français seraient gênés aux entournures. Donc c'est là qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire que comme si on devait passer comme un passage obligé par cet affrontement. Bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est la réforme qui est mauvaise ou le fait qu'on veuille en passer par ça? Moi, je serais prêt à dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement... Dans un pays où on se perçoit comme, et à juste titre, parfois comme dans une grisaille, comme dans un brouillard, n'oublions jamais que la grève aussi, et c'est pas une insulte que de dire ça, la grève c'est un moment où il y a des retrouvailles dans l'adversité, ou dans l'adversité supposée parfois, mais là c'est dans l'adversité. Et on se retrouve, et ça fait société. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le mouvement de grève, il remplit aussi une fonction de société. Oui, c'est ce que disaient aussi certains des partisans du mouvement des Gilets jaunes, se retrouver sur les ronds-points. On disait à peu près la même chose. Justement, juste un exemple, alors vous me le servez, je le prends. Moi, il y avait une chose, avant que les Gilets jaunes, en partie, deviennent parfois des bataillons de l'extrême droite. Mais au départ, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'était une interview d'un Gilet jaune qui disait, vous comprenez, on passe notre vie à compter, donc le budget, comment on fait pour le boucler chaque mois. Et quand la vie se termine, on dit on a passé notre vie à compter. Et vous ne pouvez pas, à mon avis, comprendre de manière globale un problème comme celui des retraites en ayant juste une approche arithmétique. Il y a, au fond, une angoisse existentielle terrible qui se révèle à travers ça, qui est de dire j'ai passé ma vie à travailler, et après c'est terminé. Je vous fais réagir dans un instant. On va aller justement en Allemagne, parce que vous évoquiez effectivement le cas de l'Allemagne. Et Emmanuel Chasse, vous êtes avec nous à Berlin. Rappelez-nous d'abord comment ça se passe justement la retraite en Allemagne. Bonsoir Raphaël. Oui, alors c'est un système qui se base sur 3 régimes de retraite. Il y a d'abord le système de retraite légale, la prestation légale. Ça représente environ 70% du revenu lors de la vie active. Et à cela s'ajoute une retraite d'entreprise à laquelle cotisent de plus en plus d'Allemands. 60% d'entre eux y cotisent. Et une troisième source de retraite, ce sont les caisses d'assurance privée. Alors, l'âge de départ à la retraite, il vient de passer à 66 ans cette année, mais il va aller en augmentant jusqu'à atteindre 67 ans en 2031. Dans un pays à la population vieillissante, la question des retraites, c'est un sujet d'inquiétude. On envisage même de repousser encore l'âge de départ ?
Alors, c'est pas tant l'âge de départ qu'on songe à repousser, mais des réformes vont sans doute être implémentées, peut-être même encore cette année, notamment une réforme poussée par les libéraux démocrates, le parti de Christian Lindner, l'actuel ministre des Finances, qui souhaite mettre en place un capital générationnel qui a pour but de soulager les générations à venir en créant un stock de capital financé par des fonds publics qui devrait permettre d'alléger en fait les cotisations des générations les plus jeunes. Mais on peut s'interroger sur l'opportunité d'une telle réforme en sachant que du côté des seniors, eh bien, la pandémie a augmenté le taux de décès ici en Allemagne de 20% l'année dernière. Pourquoi je vous parle de ce chiffre? Eh bien parce que du côté des caisses d'assurance décès, il y a eu un surplus de 2,1 milliards d'euros. Donc les retraites actuelles ne sont pas directement menacées. Alors, on comprend en tout cas l'introduction d'une part de capitalisation dans le système allemand. Ziad Imam, vous vouliez réagir à ce que disait Gauthier, peut-être à ce qu'on entend sur l'exemple allemand? Il y a véritablement, comme Gauthier parlait de l'anxiété, je pense qu'il y a véritablement l'anxiété de compter de la vie, de sa fin de vie, de comment on en profite. C'est une réalité, mais c'est très difficile d'expliquer à l'opinion publique aussi en Europe que l'autre réalité est tout aussi prégnante, c'est-à-dire il y a un moment ou un autre où ces sociétés vieillissantes vont devoir trouver un mécanisme pour financer des retraites qui vont toucher de plus en plus de gens. Alors là, c'est vrai, il y a le Covid, alors il y a beaucoup d'ironie là-dessus, hein. Ça a diminué un peu le nombre de retraités. Bon, il y a même des gens de la théorie du complot qui pensent qu'en Chine, on a laissé partir le Covid, parce qu'en Chine, il y a véritablement un problème de renversement de l'âge. De la pyramide. Et donc ça peut jouer. Mais encore une fois, je pense qu'en France, les problèmes sont souvent très politiques, qu'on a du mal à poser le débat. Par exemple, je prends mon cas, parce que du coup, je me suis intéressé à moi. Moi, 64 ans, c'est même pas une option. J'ai commencé à travailler à 28 ans. J'ai fait des études longues. Donc, moi, je crois que je serai à la retraite. J'étais 28 plus 47, plus... Enfin, je sais plus. Enfin, bon, je serai à la retraite. Il y a un âge maximum, quand même. Ouais, bon, bref. Oui, mais avec des retraites minorées. Oui. Ou alors, il faut acheter. Donc, ce que je trouve compliqué en France, c'est l'absence de flexibilité aussi. Il y a des gens qui, certainement, peuvent travailler plus longtemps ou qui ont envie de travailler plus longtemps. Les mécanismes emploi plus retraite devraient être favorisés pour ceux qui le peuvent. Ouais. Sachant qu'on a des seniors qui vont vivre plus longtemps, on pourrait encourager beaucoup plus en France le travail des seniors. Ceux qui le veulent, rien d'obligatoire, ceux qui le veulent. Aujourd'hui, les exemptions dans la loi, ça concerne, j'ai vu ça chez vos confrères de LCI, ça concerne presque 40% des Français qui ne sont pas concernés. C'est-à-dire que 64 ans, c'est pas leur objectif à eux. Et vu le chômage des seniors, il y a beaucoup de pré-retraite. D'abord, il y a les travails difficiles, il y a la fonction publique, les policiers, les aides-soignants, les infirmiers, etc. Tous ces gens, 64 ans, ils ne seront pas à 64 ans, ils seront à 62, ils seront à 60, 58, 50, 40% des Français. Donc on voit bien qu'il y a une part de flexibilité dans tout ça et que le fond, il y a l'anxiété, il y a le rapport de force politique et je pense franchement qu'on est déjà dans 2020, on est déjà aux élections présidentielles, on est déjà dans la gestion d'une Marine Le Pen qui pourrait être un candidat nettement plus dangereux dans 4 ans. Mon Dieu, ça va vite venir. On est déjà dans la fin du macronisme, on est déjà dans la construction d'une gauche qui essaie de récupérer... et d'ailleurs, à gauche, c'est quand même très, très violent, le débat intérieur entre François Hollande, entre les sociodémocrates. Donc, on voit bien que tout ça, c'est aussi l'émanation... L'instrumentalisation politique. Non, c'est l'émanation aussi de forces structurantes de l'état politique de la France qui sont en action. Et les retraites, voilà un dossier sur lequel on peut vraiment s'affronter, marquer des points. Réellement. Oui. Je vous laisse répondre, Gauthier, sur la politisation de ce dossier des retraites. Sur cette question des 64 ans, quand on vient de voir qu'en Allemagne, on est déjà à 67, est-ce qu'on a raison, effectivement, d'angoisser sur l'augmentation de l'âge? Alors, vous dites, effectivement, c'est un peu... Voilà, on est face à des passions parce qu'effectivement, on voit la situation se dégrader sans vraiment s'intéresser au niveau du curseur, mais plutôt on voit que sa situation va se dégrader, en soi, c'est anxiogène. Et puis, plus généralement, sur ce que disait Ziad aussi, le nombre de situations, de cas particuliers qui fait que finalement ce repère d'âge n'est pas réellement forcément valable pour tous. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu en revenir finalement à ce qui était le projet initial d'Emmanuel Macron il y a 2 ans, c'est-à-dire une réforme dite systémique, une réforme
par points qui aurait permis de prendre en considération finalement les carrières de chacun. Oui, probablement. Et là, il y a eu... Au déficit de la lisibilité. Oui, ben voilà, c'est ça. Le problème, c'est la lisibilité. Le problème aussi, c'est que je pense que quand on fait le pari de l'intelligence, parfois on le gagne. C'est pas gagné toujours avec les Français, mais ça peut arriver. Pour répondre à votre question sur la comparaison avec l'Allemagne, justement, on disait tout à l'heure que la démographie, évidemment, avait un poids capital dans ces affaires-là. Elle n'est pas brillante, la démographie en Allemagne, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a des emplois qui suscitent, enfin, qui génèrent... Voilà. Plus de travailleurs seniors en Allemagne. Alors, il y a plus de travailleurs seniors, mais aussi avec des emplois qui génèrent des revenus, qui permettent à ce moment-là d'alimenter les caisses de retraite. Je ne dis pas que c'est partout comme ça, mais structurellement, il y a des emplois qui sont... de par leur qualification, qui génèrent de meilleurs salaires. Ce qui n'empêche pas un certain nombre de millions d'Allemands d'être en dessous du seuil de la pauvreté. Oui, il y a des travailleurs pauvres aussi. Il y a des travailleurs pauvres. Mais plus généralement, par rapport à cette question de la démographie, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de voir effectivement, la démographie française, elle est un peu chancelante. Mais il y a 10-15 ans, elle était plutôt pas mal. Oui, Et qu'est-ce qui se passait à l'époque? Quand on avait des avis, des études là-dessus, qu'est-ce qu'on découvrait? On découvrait que les gens, et ça c'est très intéressant, découvrait que les gens faisaient le pari d'un bonheur personnel, d'un bonheur privé, notamment en ayant beaucoup d'enfants. Et que déjà, ce qu'on sent depuis, 20 ans, 30 ans, c'est un désamour pour l'activité, en général bien sûr, l'activité professionnelle. C'est-à-dire que le rapport au travail des Français n'est pas un rapport heureux. On se dit oui, on va bosser, il le faut, et pour la retraite aussi, et on se dit mais vivement la retraite parce que j'échappe au fond à soit cette atonie, soit ce stress, soit parfois des situations dramatiques. On voit les suicides dans certaines grandes entreprises. Alors sans aller jusque-là, il y a une notion de plaisir qui n'est plus forcément là dans le boulot, alors que dans d'autres pays, elle est encore présente. Vous allez une réponse, et puis peut-être aussi s'intéresser à ceux qui nous regardent dans des pays où il n'y a pas forcément d'assurance retraite. C'est un sujet d'interrogation aussi ailleurs, sur le continent africain, où on le sait, on n'en est pas là évidemment aujourd'hui, mais il arrivera un jour où il faudra effectivement, le taux de remplacement des actifs fera qu'il faudra cotiser davantage et peut-être un jour assurer la retraite des plus âgés. En Afrique, en fait, il y a une multitude, pléthore de systèmes, mais souvent les fonctions publiques sont souvent couvertes par des caisses de retraite, et puis surtout on a découvert dans un certain nombre de pays que ces caisses de retraite pouvaient être des outils d'investissement, parce que ça capitalise de l'argent, donc elles peuvent utiliser cet argent pour devenir comme des fonds. Des fonds de pension. Des fonds de pension, des fonds d'action. Donc c'est assez moderne, et surtout c'est assez... c'est-à-dire qu'on est quand même sur une démographie de 5 actifs pour un retraité, ou de 6 actifs pour un retraité. Donc le problème n'est pas là. Par contre, la pauvreté et la misère des vieux et des vieilles africaines qui ne sont pas dans le système formel, ça c'est une vraie discussion, parce que là il n'y a aucun filet. Mais ça va changer, on le sait. C'est dans 40, 50, 60, 70 ans, on le sait. C'est-à-dire que le système, vous avez des cohortes, par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez un pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, où disons 40% de la population a, disons, moins de 20 ans, ça veut dire que dans 40 ans, ces gens-là vont avoir 60 ans, 65 ans, 70 ans, mais qu'on n'aura plus la poussée démographique derrière. Donc tout ça, on voit à quel point ces questions de retraite sont liées à la démographie, à la nature. Et la Chine, ça va être un dossier extrêmement intéressant à regarder. Extrêmement intéressant à regarder. Qui bascule déjà dans la vieillesse, on le sait depuis hier, justement. Enfin, il y a plus de décès que de naissances. Autre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, comme chaque jour, désormais depuis bientôt un an, c'est l'Ukraine. La Russie a eu besoin de moins d'une seconde pour commencer la guerre. Le monde a eu besoin de jours entiers pour réagir avec les premières sanctions et d'encore plus, visiblement, pour armer l'Ukraine. Déclaration de Volodymyr Zelensky, faite aujourd'hui au Forum de Davos. Le président ukrainien qui, par visioconférence, s'impatiente des lenteurs, notamment de l'Allemagne. L'OTAN a beau l'assurer, les Alliés vont livrer plus d'armes lourdes et modernes à Kiev. Les Allemands se font tirer l'oreille pour livrer les fameux chars Léopard. Ces engins peuvent-ils changer la donne? Les explications pour France 2 de Stéphanie Pérez et Abdel Zouyesh. Après les missiles anti-chars, les drones, les blindés légers, les canons César, une nouvelle étape dans l'aide occidentale, la livraison de chars d'assaut. La Grande-Bretagne est la première à promettre 14 de ces Challenger 2, dotés d'un canon de 120 mm puissant et précis. Ils ont fait leurs preuves sur le terrain irakien notamment. Les Occidentaux ont jusqu'à présent été réticents à envoyer des chars lourds par crainte d'une escalade avec la Russie. Mais le conflit s'installe dans la durée et l'Ukraine ne cesse de réclamer des armes toujours plus sophistiquées.
Le char britannique est plus moderne que les chars russes. Il a été amélioré à de nombreuses reprises, contrairement aux Russes. Le moteur, la boîte de vitesse, le canon, le blindage et les systèmes d'optique sont beaucoup plus performants. La Pologne se dit, elle, prête à envoyer 14 chars Léopard 2 de conception allemande. Il lui faut pour cela le feu vert de Berlin, qui, sous pression, s'interroge sur l'envoi de ses propres blindés. Ces renforts modifieraient-ils le rapport de force sur le terrain? Localement, oui, selon les experts. Mais l'Ukraine estime qu'il lui faudrait au moins 300 chars de combat pour percer toutes les lignes russes. Et il reste 2 contraintes, la formation des soldats et surtout la maintenance de cet arsenal très varié. Quand on a des chars Challenger, des chars Léopard, des chars MX-10RC, c'est pas du tout la même conception, ni j'allais dire les mêmes équipements. Donc il faut des maintenanciers, des mécaniciens capables d'entretenir ces chars. Donc ça veut dire que ça demande beaucoup plus de maintenance différente et la logistique, c'est un pion essentiel dans la guerre. La France livrera-t-elle à son tour ces fameux chars Leclerc? Rien n'est acté. Les alliés de l'Ukraine doivent se réunir vendredi en Allemagne. Cette montée en puissance de la mobilisation occidentale suscite en tout cas la fureur de Moscou qui promet de brûler les chars occidentaux. Voilà, et d'après une information du Wall Street Journal, l'Allemagne n'autorisera pas d'exportation de ces chars Léopard tant que les États-Unis n'enverront pas les leurs. Gauthier Rybinski, pourquoi de telles réticences côté allemand? Alors, c'est les réticences de l'école Scholz. C'est une vieille école Scholz. C'est l'idée que l'Allemagne ne doit jamais faire cavalier seul. Alors, à l'origine, c'est quelque chose de vertueux. Hein. C'est l'idée que l'Allemagne avoue au monde qu'elle ne fera plus jamais rien dans le sens de déclencher une guerre. Très bien. Sauf qu'à partir de là, l'Allemagne s'est protégée aussi. Protégée par le parapluie militaire américain, dans une moindre mesure par une aide européenne. Et comme ça, l'Allemagne reste le nain diplomatique qu'elle a été. Et aujourd'hui, au fond, ce qui se passe à la faveur, le mot est mal choisi, de cette guerre, c'est un défi à l'Allemagne. C'est de dire à l'Allemagne, sortez de votre coquille de poussin pour devenir un acteur politique. Et pour ça, vous avez quand même une révolution copernicienne en Allemagne. Les Verts, qui étaient ceux qui, en 79, disaient plutôt rouge que mort. Vous avez les libéraux qui sont toujours près du budget. Tout cela fonctionne contribue à dire oui à cette livraison d'armes lourdes. Et puis surtout, le pays. La population, on est dans des sondages qui disent 51%, 52%, parfois 55%. Ils disent oui, il faut fournir des armes à l'Ukraine et lourdes. Donc c'est ça, si vous voulez, c'est la différence entre une vieille école qui protège l'Allemagne en disant nous ne voulons pas faire cavalier seul, et une autre qui dit on est arrivé à un moment où nous pouvons prendre le rôle d'un pays adulte, y compris avec une fourniture de la sorte. Emmanuel Chasse, vous revenez, de 8 mois d'Ukraine, vous êtes avec nous en direct de Berlin, vous avez donc d'une certaine manière les deux points de vue. Que changeraient concrètement ces chars dans le rapport de force avec la Russie et pourquoi l'Allemagne se fait ainsi tirer l'oreille? Mais écoutez, ça changerait tout, Raphaël, puisque jusqu'à présent, les armes lourdes ont été fournies à l'Ukraine de manière homéopathique, finalement. Alors c'est sûr qu'à chaque fois, il y a une annonce, à chaque fois, l'Ukraine remercie ses partenaires, mais il ne faut pas oublier que du côté russe, on attend justement d'avoir l'Ukraine à l'usure, et si l'Ukraine n'a pas les armes dont elle a besoin, et elle a besoin des chars de combat, elle a besoin de ces chars Léopard, notamment, que l'Allemagne, pour l'instant, refuse de livrer, eh bien l'Ukraine, au bout d'un moment, va finir par épuiser son armée. Il n'y a qu'à regarder la taille des deux armées, c'est David contre Goliath. C'est pour ça que des pays de l'Europe de l'Est, comme la Pologne, comme la Lituanie, pressent Olaf Scholz à au moins donner son aval pour la livraison de léopards qui appartiennent à d'autres pays, puisque comme ils sont de fabrication allemande, c'est à l'Allemagne, c'est au pays de manufacture de ces armes d'en autoriser le transfert. Alors évidemment, Olaf Scholz n'a pas mentionné de manière assez forte quand même, il n'a pas mentionné ces chars aujourd'hui à Davos, mais on attendra le chancelier et notamment le nouveau ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius. On les attendra de pied ferme du côté de Kiev, notamment vendredi, donc dans 2 jours, lors de la réunion des alliés de l'Ukraine et des États membres de l'OTAN sur la base militaire américaine
américaine de Rammstein. Ici en Allemagne, il devrait y avoir une déclaration, on l'attend, d'armes lourdes envers l'Ukraine. Reste à savoir quel va être le rôle de l'Allemagne dans cela. Merci Emmanuel Chaz en direct de Berlin. Ziad, c'est donc ce vendredi à Rammstein que ça devrait se décider. Est-ce que les annonces de l'OTAN qui incitent les alliés à fournir ces armes lourdes sont une prémisse d'une certaine manière peut-être à une annonce concertée américano-allemande? Je pense qu'il y a beaucoup de tractations qui se font. D'ailleurs, cette sortie qui sort dans le Wall Street Journal et qui est visiblement de source allemande d'un autre quotidien allemand, ça prouve bien à quel point on a besoin d'une politique cohérente, couverte par les États-Unis pour pouvoir y aller. Les Allemands, je pense que d'abord, il ne faut pas sous-estimer ce que sous-entendait Gauthier, c'est-à-dire la force du sentiment pacifiste en Allemagne, qui est quand même assez installé depuis la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas sous-estimer l'idée que pour un certain nombre de gens, de voir des chars allemands en Ukraine, ça peut résonner dans l'histoire de manière particulière. Donc tous ces points-là sont importants. Il ne faut pas sous-estimer le fait que les Français ont besoin de s'entendre aussi avec les Allemands pour trouver des solutions à moyen terme. Parce qu'ils seront en première ligne après les Français si les Allemands fournissent des chars. Et la dernière chose quand même, c'est que tout ce qui est défensif, ça ne pose pas vraiment de problème. Même les systèmes, par exemple, patriotes, ou les systèmes, je ne sais plus trop quoi, anti-aériens. Les Français ont même parlé de pouvoir protéger en haute altitude, etc. C'est défensif. C'est-à-dire, on est là pour aider l'Ukraine à se défendre. Quand vous commencez à mettre des chars de combat de nouvelle génération, dont le Léopard, mais les Challenger ou les Abrams américains, qui sont équipés d'informatique de haute qualité, de précision, qui vont pouvoir targeter des forces ou des équipements russes, etc., c'est pas tout à fait la même logique, et je comprends que certains se couvrent en disant il faut que tout le monde soit raccord sur ce dossier pour qu'on y aille, parce qu'on va monter d'un cran. Et je pense que cette montée d'un cran, ça inquiète aussi en Allemagne une partie de l'opinion qui n'a pas envie d'être belligérante. Alors, on veut aider. Est consciente du défi moral. Voilà, on veut aider, on est comme en France. Mais ce que disait par exemple une éditorialiste du Monde que j'ai lu aujourd'hui, elle dit par ailleurs, le débat sur la guerre russe en Allemagne est beaucoup plus profond qu'en France. En France, on n'a pas véritablement de débat. Bon, il y a des annonces, mais en Allemagne, c'est quelque chose qui interpelle la société allemande. Merci Ziad Limam, c'était On va plus loin. Gauthier, oui, alors en un mot. C'est la question du nombre de chars qui éventuellement va être fourni. C'est ça qui est capital. Oui. On en a 14 des Britanniques voilà. pour l'instant. Si on est avec 14 aussi les Polonais, si ça fait ça, c'est symbolique, alors que si c'est beaucoup plus, voilà. Merci Gauthier Ribinski, merci à Emmanuel Chaz qui était avec nous tout au long d'On va plus loin aujourd'hui en direct de Berlin. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dans 3 minutes sur France 24. Restez avec nous.